Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Emmanuel Sekuyoba, notable de Bunagana, dans la région de Rutshuru, au Nord Kivu. Il vit actuellement aux États-Unis, notamment à Los Angeles, où il enseigne la micro et la macroéconomie au West Los Angeles College. Nous allons parler avec lui de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, alors que le président Tshisekedi tend la main à Paul Kagame pour favoriser la paix. Dans le même temps, M. Boulos avait évoqué l'intégration des rebelles du M23 au sein de nos forces de défense et de sécurité avec une certaine autonomie locale pour les zones occupées, ce qui soulève des questions sur la souveraineté effective de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Manuel, selon vous, la République démocratique du Congo peut-elle privilégier la voie diplomatique ou une action militaire, ou les deux à la fois? Merci beaucoup, mon frère, d'abord de m'avoir invité pour qu'on puisse causer sur la question de notre beau pays qui aujourd'hui est déchiré par le conflit. Surtout qui gêne vraiment l'Est du pays. L'option diplomatique, l'option militaire, les deux, je crois les deux, mais plus mettre du poids sur l'option militaire. Et je veux le dire comme ceci parce que je viens de la région. Je connais très bien, je suis intéressé à la politique du pays depuis longtemps. J'ai une idée un peu plus précise sur le type de personnalité de ceux-là qui nous opposent une guerre. Je parle ici du Rwanda et de l'Ouganda. Je dis bien le Rwanda et l'Ouganda parce que notre démarche diplomatique jusqu'à présent a toujours pointé le doigt sur le Rwanda. C'est comme si notre président ou ceux-là qui le conseillent n'ont jamais eu le temps d'apprendre les origines de ce conflit, mais on va en parler après. Parce que le conflit que nous avons au Congo, c'est un conflit nous amené par le Rwanda, mais qui est venu de l'Ouganda, parce que ce sont des missiles transportés de l'Ouganda au Rwanda qui ont abattu le président Habyarimana et Ntaryamira du Burundi, causant l'afflux de réfugiés au Congo, devenu aujourd'hui une alibi pour que le Rwanda se trouve chez nous impunément pendant ce temps. Donc, pour moi, il faut absolument qu'il y ait une action combinée, mais plus militaire que diplomatique, parce que les deux régimes qui sont autour de nous sont des régimes spécialistes dans ce que le président ougandais lui-même appelle « talk and fight », c'est-à-dire vous allez dans vos diplomaties là-bas, mais nous faisons entrer nos militaires, nous avançons, nous gagnons du terrain. Et c'est là le drame. L'autre problème, c'est que notre gouvernement vraiment se comporte comme si, comme je viens de le dire tantôt, comme s'il ne savait pas ce qui se passe à l'Est. Complètement. À côté alors, c'est comme ça que le président tâtonne. Vous ne pouvez pas engager une guerre contre le Rwanda et signer des accords militaires avec l'Ouganda. C'est comme si vous puisiez dans un bucket troué, dans un seau troué. Parce que quand on ne connaît pas très bien l'origine d'un problème, quand on ne comprend pas très bien le problème, il est difficile de le résoudre. Et nous disons, et moi j'ai déjà fait assez d'émissions où j'ai demandé à ceux qui peuvent écouter que l'attitude de notre gouvernement de pointer du doigt toujours le Rwanda, ce qui est bon, ce qui est un mouvement correct, mais d'oublier l'Ouganda ou même de signer des accords avec l'Ouganda, c'est une erreur fatale. C'est une erreur qui va faire que la question ne sera jamais résolue. Très bien, Monsieur Emmanuel. On peut le dire clairement que l'Ouganda a été le point d'entrée des troupes rwandaises sur notre territoire sous couvert du M23 parce que la région de Bunagana est frontalière avec l'Ouganda
Vous voulez dire que non, la posture de notre gouvernement est contradictoire. On combat les M23, on dénonce le Rwanda, mais en même temps, on collabore, on signe des accords militaires avec l'Ouganda. C'est selon vous une posture contradictoire? Effectivement, et dangereuse. Parce que nos voisins qui nous attaquent, quand tu vois ce genre de manœuvre d'un gouvernement qui est supposé défendre son intégrité territoriale, ils disent que ces gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, profitons-en. Profitons-en. Ils ont toujours pointé le Rwanda. Les Rwandais, ils ont oublié que tout a commencé par l'Ouganda. Mais, Monsieur Emmanuel, comment engager l'option militaire avec une force armée qui, à mon avis, n'est pas prête à combattre? Pensez-vous que l'armée congolaise est en mesure aujourd'hui de faire face à une guerre interétatique avec le Rwanda et notamment en quelque sorte l'Ouganda? Ça, c'est une très très bonne question. Je voudrais être humble, hein, parce que je ne suis pas spécialiste de stratégie militaire. Je reconnais humblement que l'armée congolaise a été infiltrée. Pendant les 18 ans du règne de Kabila, le Congo était une province auxiliaire du Rwanda et de l'Ouganda. C'est que, en principe, l'armée que nous avions au Congo pendant les 18 ans, c'était le FPR, l'armée rwandaise. Et dénicher cette armée qui est restée au Congo pendant 18 ans, c'est un devoir très difficile. Cependant, pas impossible. Tu sais, la force d'une armée, c'est la population, c'est son peuple. Quand vous ne donnez pas des signaux clairs à votre peuple, vous causez ces désaccords-là, ce qui affaiblit notre armée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de faire combien d'années? Je crois 6-7 ans. Et quand il a pris le pouvoir, il savait bien la situation, parce qu'il a été dans l'opposition, dans notre parti. Il est de mon parti, juste entre parenthèses. Mais comment ignorer ou donner ce qu'on appelle mixed messages, des messages qui ne sont pas clairs? Vous me dites que avoir reçu le fils de Museveni à Kinshasa, continuer à signer des accords avec l'Ouganda, qu'est-ce que cela donne comme impression à la population? Parce que l'armée, comme je viens de le dire, l'armée congolaise, oui, il faut la nettoyer. Mais qui va aider le président à nettoyer l'armée congolaise? C'est nous, le peuple congolais, qui connaissons exactement qui est qui. Mais quand vous avez un gouvernement qui donne des messages qui ne sont pas clairs et nets, ça devient tout un problème. Ça devient tout un problème. Les M23 qu'on accuse, vous les chassez, ils entrent au Rwanda, ils viennent par l'Ouganda, avec lesquels nous avons signé des accords militaires. Et comment vous allez faire? Comment vous allez résoudre ce problème-là? Oui, très bien. Et je suis très content que vous ayez souligné ces points parce que si nous combattons les M23 et que les bases arrières de ces mouvements n'ont jamais été affaiblies ou détruites complètement, donc ils vont se reconstituer et revenir encore sous une autre casquette. C'est-à-dire que quand on combat un mouvement rebelle, il faut en quelque sorte détruire ses bases arrières. C'est pour cela, je pense que une guerre interétatique serait la meilleure solution pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de notre pays. Très bien, Monsieur Emmanuel. Alors, on va passer à notre deuxième question. On parle des conflits dans la région des Grands Lacs, mais quelles sont, selon vous, les vraies causes, les causes profondes du conflit, de nos conflits dans la région, notamment à l'est de notre pays, au-delà de ce que l'on entend dans les médias, que ce soit locaux ou internationaux? Je crois que nous devions nous atteler sur cette question plus que les autres questions. C'est très important. Vous parlez des origines ou des causes profondes de ce conflit. Il y a deux causes. Moi, je prends deux causes. Et humblement, je le dis que la question congolaise a beaucoup d'angles et les gens peuvent l'approcher de leur façon. Mais de mon point de vue, il y a des causes. Il y a les causes internes qui regardent le Congolais eux-mêmes et les causes externes.
Parce que même un des généraux de l'époque de Mobutu, il dit que quand une armée ne sait pas déloger les rebelles, c'est que les rebelles se trouvent même dans cette armée-là. Donc, nous avons un grand problème au Congo. Et ce problème va durer aussi longtemps que nous ne comprenons pas deux choses. Un, oui, la colonisation était mauvaise, mais la colonisation nous a donné la grâce d'avoir le plus grand pays noir du monde. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce pays-là? Nous, Congolais, et je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui me contredise, nous avons été incapables de créer en Afrique centrale un État-nation. Nous avons un État, nous n'avons pas de nation. Je voudrais que quelqu'un me contredise ici. Un État, une masse de terre qui a des institutions, un gouvernement et consort. Mais un État-nation, c'est un État où, c'est maintenant que je vais aller à la deuxième cause interne, où il y a une certaine cohérence dans la conscience nationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous imaginez que dans notre pays, la guerre qui se passe à l'Est semble être ignorée par les gens qui se trouvent à l'Ouest parce qu'il n'y a pas eu d'intégration communautaire au Congo. Il y a beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles internes au Congo qui sont les fissures par lesquelles l'ennemi passe. Regardez la question du Katanga, ou même des hommes politiques parlent de Bouchéché, qui sont en politique maintenant. Comment les Kassaïens sont menacés au Katanga? Comment au Nord Kivu, il y a un coin où les gens ont érigé leur pays à part? Et je vais parler des gens du Nord. Au Nord Kivu, vous ne savez pas peut-être le coin, c'est quoi là, le Nord Kivu, la partie nord du Nord Kivu? C'est un État à part. Alors, vous rentrons même sur les attaques de l'AFDR. Et saviez-vous qu'une communauté visée par le Rwanda, les envahisseurs, se faisait zigouiller à la vie au jour de tout le monde, de toutes les autres communautés. Et pour eux, plus on tuait, on massacrait les Bahutus qui sont au Congo, pour eux, c'était une occasion d'hégémonie politique. C'est pour dire quoi? Tant que nous n'avons pas créé un État où moi, de Bounagana, je peux aller vivre à Kasumbalé, ça est devenu même maire ou gouverneur, où quelqu'un de Bikoro se retrouvait, je ne sais pas, Kapanga, ainsi de suite, nous n'avons pas une nation, nous avons un État. Et un État qui est géopolitiquement basé sur les tribus. Nous devions aller au-delà de ça. Ça nous prendra du temps, mais ceux qui m'écoutent actuellement, qu'ils sachent qu'il y a moyen pour nous les intellectuels de créer des conditions pour que ce problème soit résolu. Là, je parlais de causes internes qui sont donc, un, incapacité de pouvoir créer une nation en Afrique centrale, un pays qui devait être pilote pour l'Afrique. Deux, le manque de conscience collective du peuple congolais comme une conscience nationale. Si un Congolais de Rutshuru est touché, c'est un Congolais du Bas-Congo qui va se lever. Si un Congolais de Bikoro est touché, il faut que quelqu'un de Kasumbalé... C'est ça, cette cohérence-là, cette cohésion nationale, c'est tout un problème. Et c'est là les grandes fissures. Maintenant, passons aux causes extérieures qui bénéficient, qui profitent au fait de notre faiblesse, de nos fissures à l'intérieur. Je ne vais pas aller trop loin dans les causes coloniales et consorts, mais commençons d'abord par nos voisins, l'Afrique. Il y a eu des situations historiques qui font que certains régimes actuellement voisins ont préféré carrément se vendre aux négriers. Les négriers sont ceux-là qui nous ont colonisés, qui ont pris nos forces, c'est-à-dire les esclaves, ils les ont arrachés de l'Afrique pour aller créer d'autres colonies et devenir forts comme les États-Unis un peu partout. Mais ce qui est bizarre, c'est que les colons, les impérialistes ont trouvé au fait qu'en Afrique, il y a moyen de trouver des familles qui sont faciles à manipuler, faciles à
à utiliser. Et l'une des familles, c'est la famille Tutsi qui se trouve en Afrique centrale. Les Tutsis sont un problème pour l'Afrique centrale parce qu'ils se donnent trop à cette façon de servir l'impérialiste que l'on connaît, qu'il est venu en Afrique, il a pris nos gens. Ce qui est grave, c'est que si vous connaissez l'histoire des États-Unis, il y a même un jour qu'on appelle Black Friday. Black Friday, c'est le jour où on prenait les Noirs, on allait les vendre sur le marché comme du bétail, et celui qui n'était pas vendu était tué. Qui est aujourd'hui un Africain, qui qu'il soit, qui coopère avec l'Occident, je parle ici des impérialistes blancs, uniquement pour se faire de l'argent, uniquement pour dire qu'ils vont dominer les autres, cette personne-là, cette race, ça doit être une race de délinquants. Je m'excuse d'utiliser ce mot dur. Vous ne pouvez pas me dire que le leadership Tutsi ne connaît pas ce que l'Européen a fait de l'Afrique pour continuer à le servir en pillant nos ressources, en tuant, en violant nos femmes. Les causes donc internes, je les ai citées, les causes externes sont le fait de la colonisation, le fait qu'il y a un peuple africain qui est vendu aux négriers comme par le passé et qui va servir, ou qui continue à servir, ça fait 30 ans que ce peuple est en train de puiser librement les ressources du Congo, en accompagnant cela par les tueries de peuples paisibles congolais, de peuples pour lesquels le président d'ailleurs aujourd'hui demande que l'action du Rwanda soit reconnue comme un génocide du Congo. Ce que j'admire, ce que j'apprécie du président de la République. Donc, je sais qu'il y aura d'autres analystes qui vont parler de ces mêmes questions différemment, mais je crois que ce que je touchais sont des causes vraies, qui sont vérifiables et que l'on peut trouver aujourd'hui. Le Rwanda n'est pas un pays avec lequel nous n'avons pas vécu. Nous avons vécu avec le Rwanda depuis des années, depuis que le Rwanda existe. Mais pourquoi est-ce que nous avons des difficultés maintenant? Parce que les gérants du Rwanda et de l'Ouganda sont une seule personne, un seul peuple qui est actuellement à la merci des impérialistes. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Donc, on retient qu'il y a les causes internes et les causes externes. Et parmi les causes internes, nous avons le manque d'une conscience nationale. C'est-à-dire que nous n'avons pas un État-nation, nous avons juste un État, population, territoire et gouvernement, mais nous n'avons pas un État-nation, un État qui, si les problèmes touchent l'Est, l'Ouest, c'est un problème qui concerne toute la République. Et d'autre part, sur les causes externes, c'est-à-dire les impérialistes, les gens qui veulent toujours, qui considèrent la République démocratique du Congo comme un réservoir de matières premières, ont trouvé un employé qui est le Rwanda, les Tutsis notamment, spécifiquement, pour les utiliser pour faire le sale job, le sale boulot. Alors, parce qu'on parle du Rwanda, on ne peut pas dissocier les Tutsis du Rwanda. J'allais poser une question. Quel est selon vous le rôle que jouent exactement les Rwandais et particulièrement les autorités de Kigali dans ces conflits? Le Rwanda, c'est un maître proxy, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'agit pas de lui-même, mais qui est utilisé parce qu'on a trouvé en lui un moyen par lequel les impérialistes, qui sont quand même un peu en difficulté parce que l'Afrique du 21e siècle n'est pas l'Afrique du 20e siècle ou du 19e siècle. Nous avons été formés, nous comprenons ce que nous pouvons faire pour l'Afrique. Le négrier ou le colonisateur, quand il a quitté l'Afrique, il a cru que l'Afrique ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, nous sommes en train de les contredire quand même. Mais il trouve en Afrique, toujours en Afrique,
un élément à utiliser pour du tout l'Africain. Et c'est le rôle que le Rwanda, ou pas même le Rwanda comme peuple, nous pouvons pardonner ce pauvre peuple qui vit dans une prison à ciel ouvert. Mais les maîtres du Rwanda, les maîtres de l'Ouganda, sont ceux-là qui aujourd'hui servent les intérêts de l'Occident en Afrique en détruisant. Qu'est-ce que le Rwanda gagne dans ce trafic de minerais? Qu'est-ce que le Rwanda gagne en massacrant 10 millions de populations congolaises? Évidemment, je veux introduire quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Je suis sûr que dans la mentalité du peuple Tutsi, qui a toujours cherché à avoir un Tutsi land en Afrique, ils sont allés chez les impérialistes et leur ont dit, écoutez, nous allons faire la sale besogne et vous nous aidez à avoir une terre au Congo. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous nous aidez à avoir notre petit territoire dans le Grand Congo. Nous allons faire le grand travail. Pourtant, le monde actuel, nous sommes en train d'aller vers les grands ensembles. Nous voulons construire des pays larges, grands, où les espaces économiques sont favorables aux échanges commerciaux pour aider les gens. Mais eux, ils pensent toujours leur petite terre là. Je voudrais avoir Minembwe, je voudrais avoir l'Est du Congo, vous venez, je vous donne tous les minéraux que se trouvent là-bas, mais aidez-moi à prendre cette place. Et c'est là le rôle que le Rwanda, l'Ouganda joue. Et même tout le peuple nilotique. Tout le peuple nilotique. J'en parle, je suis Hutu. Je sais combien nous avons vécu avec eux. Je sais que jusqu'à présent, il y a une coalition nilotique. Vous voyez comment le Soudan est impliqué dans l'affaire, comment Museveni est impliqué dans l'affaire, vous voyez comment Ruto est impliqué dans l'affaire, et le Rwanda. Et tout cela, nous, les enfants de Rutshuru, je veux le dire sans embâche, que quelqu'un me contredise, nous nous sommes battus contre eux pendant des années. C'est nous qui avons subi le plus de dommages collatéraux dans cette guerre. Nous avons toujours constitué le parapluie ou le bouclier, mon frère. Et personne n'en parle. Très souvent chez nous, quand c'est la guerre qui concerne les Hutus, nous, les gens du Nord, c'est pas notre affaire. Quand c'est une guerre qui concerne le Kasaï, le Cameroun, Sapou, les autres qui sont en Équateur, c'est comme si c'est en Bosnie. Ils ne savent pas où ça se trouve. Ouais. Et ça, ce sont des problèmes sérieux que nous devons résoudre entre nous, les Congolais. Très bien, Monsieur Emmanuel. Très bien. Vous avez évoqué la question des impérialistes, mais je voulais juste savoir comment percevez-vous l'attitude des puissances occidentales? Cherchent-elles une solution durable à l'est de notre pays ou défendent-elles surtout leurs propres intérêts? Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, je ne souris pas pour dire que je suis content, mais je souris parce que c'est presque malheureux pour l'intellectuel congolais en ce moment-ci qui ne va pas écouter ça. Les puissances occidentales s'en foutent pas mal de nous. Ils continuent à jouer avec nous. Et surtout quand un pays comme le nôtre se comporte de la façon dont il se comporte. Je vous pose une question. Dans l'histoire de l'humanité, vous avez entendu où l'Amérique est partie résoudre les problèmes internes d'un pays et les développer. Ils ont fait 32 ans avec Mobutu au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont laissé là-bas? Mais dans les puissances, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont laissé là-bas? Rien. Aujourd'hui, la guerre que nous menons, il est venu d'où? Vous vous rappelez, si vous lisez Carl Del Ponte, quand vous lisez les rapports du TPR, comment l'abattage du président Biarimana et autres a été célébré au White House. Donc, la guerre est venue des États-Unis, bien soutenue par l'Europe, parce que l'Europe qui fournit les armes, et qui paie le prix? Notre Congo, notre Afrique. Et vous croyez vraiment que ces gens ont intérêt à nous voir avancer? Non. Celui qui croit en cela, c'est vraiment un naïf, hein? Un vrai naïf. Mais parce que... allez-y. Non, je dis, je ne comprends pas comment est-ce qu'actuellement, par exemple, notre pays
croient que les États-Unis vont nous aider. Vous ne pouvez pas aller chez votre bourreau pour chercher une solution à votre problème, mon frère. Il faut y penser. Et vous qui vivez, je ne sais pas où vous êtes, moi je suis aux États-Unis. Je peux vous dire que l'attitude du blanc, le vrai blanc, à l'endroit d'une personne de couleur comme moi, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Ils ne veulent pas de nous, ils ne nous aiment pas. Celui qui croit qu'ils vont venir résoudre le problème, il doit être malade. D'ailleurs, récemment, il y a un monsieur qui a été abattu, qui était un grand raciste d'Arizona. Il faut entendre ce qu'il parlait de noirs. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais ceux qui vont nous écouter doivent comprendre que croire que l'Occident, les impérialistes, ont besoin de nous voir en paix, nous voir nous développer, alors que notre pays est reconnu par les documents des Nations Unies, que le Congo avait été préparé pour être un réservoir, je crois que vous l'avez dit quelque part. Matières premières, oui. Un réservoir de matières premières pour les autres. Oui. Donc il n'y avait pas d'êtres humains, il n'y avait rien, c'était des animaux qu'il fallait abattre. Voilà. Oui. Le monde aujourd'hui est multipolaire, même si l'Occident ne l'admet pas. Nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons les pays émergents. Comment trouvez-vous l'attitude de notre président qui décline souvent les invitations du président Poutine qui l'invite à se rendre en Russie? Est-ce la peur de l'homme occidental ou c'est juste une posture diplomatique que le président assume, c'est-à-dire de penser que c'est l'Occident la solution à nos problèmes? Merci beaucoup de cette question qui est quand même difficile. Je vais tenter d'y apporter ma contribution. Penser que l'Occident viendra nous sauver, je crois que ça va avec le passé de notre président. Il a vécu en Europe. Et peut-être qu'il croit toujours que ces Européens avec qui il a vécu, je ne connais pas comment il a vécu avec eux, viendront toujours nous sauver. Non. Moi, je n'y crois pas. Et j'en ai discuté avec les amis dans notre groupe de parti. J'ai dit, mais ça serait quand même malheureux qu'on continue à tâtonner. Je vais vous donner un cas qui s'est passé quand notre président, son Excellence Tshisekedi, je crois qu'il était en Europe ou en France, il y a un journaliste ouest-africain qui l'a interpellé ou questionné. Il dit, Monsieur le Président, chez vous, vous souffrez. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre des actions comme les amis de l'AES? Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Non. Le président a répondu ceci. Ça existe, ça doit se trouver quelque part dans le milieu. Si on cherche cette vidéo, je vais la trouver. Le président a répondu ceci. Il dit qu'un lion qui imite les autres devient un singe. Mais il a oublié que un lion qui ne sait pas protéger sa cage n'en est plus un. Il faut faire très attention avec des fois ce que nous disons là. Je sais que son Excellence travaille durement, il a des actions quand même palpables, mais sur le point de la sécurité, je crois qu'il est en train de taper à côté. Sincèrement. Très bien. Je crois qu'il est en train d'aller à côté. Très bien, Monsieur Manuel. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois. Gardons contact et surtout, nous allons aborder encore des questions très vitales pour la paix et la sécurité et la prospérité de notre pays et de notre peuple. Merci à vous. Merci mon frère pour m'avoir invité pour connaître cette causerie de famille pour les Congolais, entre Congolais. J'espère que nous allons développer ce mécanisme d'information pour que nous puissions contribuer au salut de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup et à très bientôt.